Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sont présents donc les membres de la commission d'études politiques du CRIF, quelques membres de la commission du souvenir dont on parlera, notre président du CRIF national, Jonathan Arfis. Bonjour. Je vois Rachel Gédinac, j'ai l'impression. Elle est là. Bonjour Rachel. On va peut-être vous faire faire tourner la caméra pour que vous voyez un petit peu qui est présent. Oh, tu vois, tu me compliquer les choses là. Alors, je sais pas comment faire. Non, mais Tourne le portable sur la caméra. Ben, prends le portable. Bon, hop, j'ai pas beaucoup de jeux. Alors là, est-ce que vous Voilà. voyez un peu les gens? voilà. Ah oui, je vois les gens. C'est pas mal. C'est artisanal. Hein. Il y a donc des. Voilà, pour Laurent Joly, il y a donc des. Alors, je vais tourner. Hein. Non, dire que évidemment on a beaucoup de plaisir à recevoir au CRIF Laurent Joly, qui est évidemment de fait un compagnon de route de beaucoup de combats que nous menons. Alors évidemment les questions de mémoire, mais aussi bien sûr dans leur actualité politique contemporaine, enfin vraiment très très présente si j'ose dire. Et que pour nous, c'est évidemment à la fois un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous dans cette commission. Surtout, on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt parce que vous êtes peut-être l'un de ceux qui a le mieux manié les concepts sur ces questions de mémoire et la manière dont elles sont aujourd'hui instrumentalisées dans le débat politique actuel. Donc, on a besoin de votre éclairage. Et on est évidemment ravis dans cette commission d'études politiques de vous recevoir. Donc, merci à vous d'être avec nous. Alors, Merci je vais beaucoup. vous présenter, si vous voulez bien. Donc, je suis Nathalie Cohen-Bézerman, la présidente de cette commission, nommée par notre président. Donc, vous êtes Laurent Joly, vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes spécialiste reconnu de l'antisémitisme sous le régime de Vichy. Votre travail approfondi et rigoureux a permis de faire des avancées significatives dans la compréhension de cette période sombre de l'histoire française. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer le dernier livre que vous avez écrit, qui est intitulé « La falsification de l'histoire », Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Ce livre met en lumière la manière dont Éric Zemmour, figure publique controversée de l'extrême droite française, a déformé et manipulé l'histoire, en particulier lorsqu'il s'agit de la persécution des Juifs sous Vichy. Dans ce livre, vous examinez les déclarations d'Éric Zemmour. Vous les comparez aux sources historiques fiables et vous les confrontez à la réalité des faits. Vous démontez ainsi les arguments fallacieux avancés par Zemmour et vous dévoilez les mécanismes de manipulation utilisés pour soutenir son discours extrémiste. Un des aspects essentiels de votre livre, c'est l'étude approfondie de la période de Vichy et de son attitude envers les Juifs. Vous explorez comment le régime de Vichy a été complice de la déportation et de l'extermination des Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous dévoilez les mécanismes de l'antisémitisme institutionnalisé et vous révélez comment les Juifs ont été stigmatisés et persécutés. Donc, c'est la raison d'être de votre présence aujourd'hui au CRIF, avec des membres, évidemment, de la commission du souvenir, puisque c'était naturel pour nous de vous associer, compte tenu de notre invité. Je vous remercie d'ailleurs pour votre présence. Mais Laurent Joly, vous allez plus loin en établissement un lien entre la période de l'histoire sur laquelle vous avez travaillé, cette sombre période de l'histoire, et la montée actuelle des mouvements d'extrême droite en France. Vous examinez comment les discours et les idéologies véhiculées par des figures, justement comme Éric Zemmour, alimentent l'antisémitisme latent et les préjugés contre les minorités et en particulier contre la communauté juive. En dénonçant la falsification de l'histoire et les manipulations utilisées pour justifier des idées extrémistes, vous mettez en garde contre les dangers de la désinformation et de la réécriture de l'histoire. Vous appelez à une prise de conscience collective, à une vigilance constante pour contrer les discours haineux et l'intolérance qui peuvent conduire à des conséquences désastreuses. Donc la commission d'aujourd'hui nous offre une opportunité unique de plonger dans votre œuvre pour pouvoir comprendre les enjeux de l'antisémitisme sous Vichy et réfléchir aux défis actuels auxquels Jonathan a fait référence et de les mettre dans le cadre de la montée des extrêmes aujourd'hui.
On est là au cœur de la thématique générale que j'ai souhaité donner cette année à cette commission d'études politiques du CRIF sur les Juifs face à la montée des extrêmes en France. Et c'est la thématique générale, une des thématiques les plus importantes du CRIF. Je salue l'arrivée de Bruno Aliwa, donc président de la commission du souvenir. Donc, nous sommes heureux de bénéficier de votre expertise, Laurent Joly, de votre engagement en faveur de la vérité historique et de la lutte contre la haine. Alors, merci beaucoup. Comment ça s'organise? Vous voulez que je parle dans un premier temps librement Alors, ou je réponds en à vos principe, questions? le format de notre commission, c'est qu'effectivement, vous faites votre exposé, hein, ce dont vous aviez prévu de nous parler, en lien évidemment avec la thématique qu'on a évoquée. Et puis ensuite, on laisse la place à quelques questions et on prévoit de terminer à 14 heures. Voilà. D'accord, donc je parle combien de temps à peu près? Vous avez une demi-heure? Ah ben, parfait. Alors, ce dont j'avais prévu de vous parler est directement relié à ce que vous venez de dire, je voulais parler de la nécessité de bien nommer les choses. Voilà, c'est un peu l'angle que je voulais aborder parce que quand je me suis intéressé à Zemmour, en fait, je n'étais pas destiné à m'intéresser à Éric Zemmour et au phénomène Zemmour. Donc, comment un historien qui travaille sur l'antisémitisme des années 30, qui ensuite a fait sa thèse sur le commissariat général aux questions juives. J'ai travaillé aussi sur l'Action française, donc ce mouvement d'extrême droite créé à la fin du XIXe siècle. J'ai fait ma thèse d'habilitation, comme on dit, sur Barrès, Maurras et l'Action française. Comment j'ai été amené à m'intéresser à Zemmour et à voir en Zemmour, je ne parle même pas d'un point de vue politique, un danger pour la République. Hein, je ne me positionne même pas du tout sur ce terrain-là à la base, mais comme un objet d'étude relié à mes terrains de recherche. Pourquoi? Parce que Éric Zemmour, d'une part, a repris un certain type d'hommes politiques médiatiques, en gros, cette figure du polémiste d'extrême droite, une figure qui avait un peu disparu de notre paysage politique. Donc moi, je vois ressurgir quelque chose que j'ai déjà vu dans le passé de notre histoire politique. Et qu'est-ce que ça signifie? Et deuxième élément, l'essentiel, c'est qu'on a un homme, Éric Zemmour, qui va utiliser l'histoire et réécrire l'histoire à des fins politiques. Il ne s'en cache d'ailleurs pas. Le destin français, c'est un livre qui a une finalité politique et qui vise à réécrire l'entièreté de l'histoire de France sous l'angle de son péril et de sa survie au danger du grand remplacement. C'est la ligne d'interprétation d'Éric Zemmour et tous les épisodes de l'histoire de France sont reliés à ça, en particulier la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, j'observe ça et je vois des problèmes à nommer le phénomène et à le situer. Je vous ai dit que j'ai travaillé sur l'antisémitisme des années 30, que j'ai travaillé sur le commissariat aux questions juives, que j'ai travaillé sur l'Action française, mais je travaille aussi depuis plusieurs années sur l'écriture de l'histoire de l'histoire. Comment on a écrit l'histoire de Vichy de 1945 à nos jours. Vichy et les Juifs, et la Shoah. Comment le sujet de Vichy, le sujet du sort spécifique aux Juifs a émergé dans l'écriture de l'histoire au sens large, hein, que ce soit les manuels scolaires, que ce soit l'écriture scientifique de l'histoire, que ce soit les commémorations, que ce soit les documentaires. Donc, si vous voulez, je suis plongé depuis plusieurs années dans une enquête qui porte sur les années 40, les années 50, les années 60, les années 70. Comment on a traité Vichy, les Juifs de 45 à nos jours. Et donc, là aussi, je vois que Zemmour, je vois qu'il utilise les arguments que j'ai déjà vus. J'ai déjà vu utiliser dans les années 40, 50, 60, 70 par les gens qui défendaient Vichy. Donc, tout ça a fait que je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet et qu'il fallait situer Zemmour de la manière la plus correcte possible. C'est très important de le faire parce que tout à l'heure,
vous avez qualifié Zemmour d'extrême droite. Rien que cette qualification-là est contestée. Et au départ, quand je me suis intéressé au cas Zemmour, et que je disais pour moi, il était d'extrême droite, plein de gens me disaient, ben non, c'est pas vrai, tu exagères. Donc, il y a vraiment un brouillage. De la même façon, il était évident, quand on connaît un petit peu l'histoire de l'histoire, que les arguments pseudo-historiques mobilisés par Zemmour pour dire que Vichy avait protégé les Juifs français, sacrifié les Juifs étrangers, mais que là, il y avait une sorte de sauvetage, de pacte avec le diable, que c'était un pur et simple recyclage de vieilles idées de l'extrême droite pétainiste de l'après-guerre. Parce que je les ai observés, je les ai vus, et je vois des gens qu'on a oubliés. Jacques Izorni, le René de Chambrun, Alfred Fabrelus. Vous avez toujours eu des gens qui ont essayé de minorer la responsabilité de Vichy dans la politique antisémite et de trouver des arguments acceptables. Et Zemmour ne fait que reprendre ça, en fait. Donc il y avait vraiment cette nécessité de bien nommer les choses, de bien situer Zemmour et ce qu'il dit dans une généalogie, dans notre histoire politique et intellectuelle. Donc moi, je considère que mon travail se limite à ça. Et que alors évidemment, après, on doit parfois, évidemment, s'engager dans la sphère publique, répondre à des interviews, mais c'est le service après-vente, si vous voulez, c'est l'après. Le gros de mon travail, ça a été de travailler dans les archives et d'essayer de clarifier un certain nombre de problèmes. Alors, je vais évoquer les trois problèmes importants. D'abord, Zemmour et l'extrême droite. Premier point. Deuxième point, ce qu'il dit sur Vichy. Nécessité de reclarifier la politique antisémite de Vichy, ses logiques d'action. Et troisième élément, j'essaierai d'être pas trop long, la manière dont, depuis 1945, il y a eu des tentatives de justification de Vichy et quels ont été le cheminement de ces justifications pour aboutir à un Zemmour. Parce que c'est vrai que ça paraît assez improbable d'imaginer, dans les années 50-60, on aurait imaginé qu'un Éric Zemmour, qui vient d'une famille juive, défende les idées de Vichy. On aurait peut-être trouvé ça bizarre, mais vous allez voir, pas tant que ça. Vous allez voir que c'est aussi un truc de l'extrême droite française que de s'appuyer sur des auteurs juifs depuis les années 50. Alors, est-ce que Zemmour est d'extrême droite ou pas? Qu'est-ce qui permet de situer Zemmour dans la tradition de l'extrême droite française? Vous avez, c'est un travail que j'ai fait depuis ma thèse d'habilitation. Ma thèse d'habilitation a porté sur l'Action française et donc la naissance de l'Action française et le nationalisme français. Il s'est opéré à la fin du XIXe siècle une fusion entre ce qu'on appelait l'extrême droite à l'époque. L'extrême droite, en fait, c'est une catégorisation qui existe dans notre vie politique depuis qu'on se réunit en assemblée. Donc, depuis la Révolution française, vous avez une gauche, une droite et une extrême droite à la fin du XIXe siècle qui est représentée par les députés royalistes. Ils refusent le système républicain, mais malgré tout, ils participent à des élections et ils siègent à l'extrême droite et on qualifie l'extrême droite les royalistes. À la fin du XIXe siècle s'opère une fusion entre l'extrême droite et le courant nationaliste qui vient plutôt de la gauche et qui, avec Déroulède, avec Barrès, qui va se développer et, avec Charles Maurras, devenir un nouveau courant politique qui va fusionner et donner un nouvel élan au royalisme. C'est l'Action française, avec un certain nombre de thèmes et une obsession. C'est ça qui est nouveau, le nationalisme, c'est le patriotisme tourné vers les ennemis de l'intérieur.
Donc vous avez des discours formulés à cette époque-là qui considèrent que la France est menacée de dissolution parce qu'il y a des étrangers, des métèques, des juifs en particulier, qui sont venus sur le sol de France, qui deviennent français et qui deviennent donc des ennemis de l'intérieur. Maurice Barrès, Édouard Drummond, Charles Maurras, voilà, écrivent des articles, des livres sur ce thème-là. Donc c'est vraiment une obsession et un nationalisme qui va se qualifier lui-même. Là encore, vous voyez, dans ma manière de qualifier, je reprends aussi les étiquettes des acteurs. On parle alors de nationalisme ethnique. Nationalisme ethnique, c'est un terme qui vient d'un disciple de Maurice Barrès et de Charles Maurras. Donc moi, je situe très clairement Éric Zemmour dans cette filiation parce qu'il reprend ce profil qui avait disparu de notre paysage politique, du grand pamphlétaire, du grand polémiste d'extrême droite qui, entre la vie politique, intellectuelle et la vie politique, alerte les Français sur la menace qui pèse sur eux de leur disparition. Voilà, donc c'est évidemment frappant quand vous lisez Zemmour, vous retrouvez toute cette généalogie-là, tout ce type de discours-là. Donc, pour moi, il était évident que Zemmour se situe dans cette lignée-là, et c'était, à mon sens, important. C'est l'objet du premier chapitre de mon livre, d'expliquer comment ce courant-là est né, comment il s'est développé, et bien voir les mots qui étaient utilisés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens avec des réalités. Il y a toujours des réalités, des inquiétudes, mais qui vont être totalement amplifiées et devenir des obsessions. Ils sont aussi en décalage, en grande partie, par rapport aux attentes des citoyens lambda. Et ce qui est très frappant avec le phénomène Zemmour, c'est que de même que le phénomène Action française, Drummond, Barrès, Maurras, c'est quelque chose qui concerne surtout les élites intellectuelles et cultivées, et dans les milieux plutôt favorisés. On voit que l'Action française, son ancrage était avant tout dans les milieux de la bourgeoisie, et on voit de la même façon qu'Éric Zemmour a avant tout touché un public plutôt cultivé, de haut niveau socio-culturel. Vous regardez les résultats des élections présidentielles, c'est vraiment frappant. On voit sociologiquement les mêmes milieux qui étaient séduits par l'Action française dans les années 20, dans les années 30. C'est Versailles, c'est Neuilly, c'est le 16e arrondissement, c'est le 7e arrondissement. Dans ces 4 circonscriptions dont je viens de vous parler, Zemmour a terminé deuxième à l'élection présidentielle systématiquement. Il a fait des voix, il a fait entre 18 et 20%, Neuilly, 16e, 7e, Versailles. C'est très caractéristique d'une certaine sociologie. Donc voilà, vous voyez, je laisse un peu d'espace pour la discussion, mais voilà le premier aspect que je voulais mettre en lumière. Alors le deuxième, et c'est pourquoi, et c'est relié au premier, pourquoi Zemmour a considéré qu'il était important de réécrire l'histoire et que vaut sa manière de réécrire l'histoire. Zemmour, c'est vraiment un intellectuel. C'est vraiment quelqu'un qui raisonne en intellectuel et qui, comme ses devanciers, comme Maurras, comme Bainville, considère que le succès politique passe d'abord par la conquête des esprits. Donc, il y a la nécessité de tout azimut essayer de gagner la bataille intellectuelle. Et l'histoire est l'un de ces terrains. Et il se trouve qu'effectivement, en France, on a des querelles historiques. Et que ces querelles historiques, elles ont des effets politiques. Que depuis la Seconde Guerre mondiale, vous avez, avec les crimes de Vichy, les crimes de la collaboration, vous avez un cheminement différent des droites françaises et une sorte de querelle, ce qu'on appelle la querelle Pétain-de Gaulle, qui pèse. Et qui fait que en France, ce qu'on appelle l'union des droites
et difficile à obtenir. Vous voyez que cette union des droites, elle voit le jour un peu partout. La droite et l'extrême droite s'allient dans un certain nombre de pays. On voit qu'en France, il reste des freins. En tout cas, au niveau, je ne parle pas des électeurs, hein, je parle au niveau politique, des institutions politiques et du monde intellectuel. Vous avez une sorte de stigmate qui pèse sur l'extrême droite du fait qu'on la relie à Vichy et à la collaboration. D'où, pour Zemmour, c'est assez évident, c'est presque transparent parce que lui-même ne s'en est pas caché, la nécessité de réunir ces droites, la droite Pétain, la droite de Gaulle, et de dire qu'en gros, il n'y a pas de conflit à avoir. Et que et Pétain et de Gaulle ont servi le pays, et il va reprendre la thèse du bouclier, la thèse du moindre mal, qui était celle des défenseurs de Vichy, qui forcément, voulant défendre les dirigeants de Vichy après la guerre, au moment des grands procès de l'épuration, ont trouvé des arguments pour minorer leurs responsabilités. Et l'une de ces responsabilités, qui est apparue dès le procès du maréchal Pétain en 1945, c'était bien la déportation de ce qu'on disait à l'époque 120 000 Israélites. Ça a pesé, c'était dans l'acte d'accusation. Et le défenseur principal du maréchal Pétain, Jacques Izorni, enfin en tout cas celui auquel il était revenu de prendre en charge les questions d'intérieur, et bien évidemment, il a parlé des Juifs et il a dit, et il a développé ça, oui, 120 000 Israélites, mais c'est avant tout des étrangers, et le maréchal Pétain a réussi à défendre les Juifs français. Donc ça, c'est l'un des arguments majeurs qu'a développé Jacques Izorni pour illustrer ce qu'il va appeler le moindre mal et le glaive et le bouclier. Le glaive et le bouclier naît vraiment, c'est une théorie qui naît au moment du procès du maréchal Pétain, qui ensuite va être reprise par les défenseurs du maréchal. Et au moment où, au tournant des années 70, où la mémoire juive de l'occupation va commencer à occuper une place importante dans la société, le premier débat qui a lieu sur Vichy et les Juifs, c'est dans le journal Le Monde, en 1971. C'est après la diffusion du film Le chagrin et la pitié, qui va passer sur les écrans, sur les écrans en salle, en avril 71. Et le gendre du maréchal de Pierre Laval, René de Chambrun, est très vexé qu'on ait mis l'accent sur la solution finale, sur les Juifs. Parce que, comme vous le savez, l'un des points forts du chagrin et la pitié, c'est la révélation sur le rôle de Vichy et de la police française, avec Claude Lévy, l'auteur de ce livre important sur la rafle du Veldiv. Claude Lévy est interrogé et il met les pieds dans le plat. Donc, ça va provoquer une polémique de presse. C'est la première polémique de presse avec des gens qui vont dire, comme René de Chambrun ou Alfred Fabrelus, Vichy a essayé de sauver les Juifs français, et d'autres, des Juifs, des intellectuels, qui pour la première fois vont s'exprimer publiquement et ils vont dire c'est un mensonge, c'est pas vrai, Vichy n'a pas protégé les Juifs français, Vichy a sacrifié les Juifs étrangers sur l'autel de la collaboration et on ne peut pas dire que... Donc c'est le premier débat et à partir de ce moment-là, la défense de Vichy va devoir parler massivement des Juifs et on va avoir les débats que vous connaissez, l'affaire d'Arquet de Pellepoix en 78, la campagne de Klarsfeld, entre-temps le livre de Paxton, qui est un moment important parce que dans sa conclusion, Paxton juge Vichy et il juge Vichy à travers le bilan de la solution finale. Donc on voit qu'il y a là une nouvelle vision des choses et que donc, si vous voulez entre guillemets, justifier Vichy, ou en tout cas dire que le maréchal Pétain a fait de son mieux, a été le bouclier, vous êtes obligé de parler des Juifs et d'essayer de justifier la politique anti-juive de Vichy. Et ce n'est pas autre chose que fait Zemmour. Et ces arguments, évidemment, sont totalement à rebours du savoir historique qui se construit, puisque le savoir historique se construit à partir des années 40, 50. Vous avez déjà des travaux avec le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, et ils sont prolongés par les travaux de Paxton, par les travaux de Marus, et ils arrivent jusqu'à nos jours où
autant dans les années 50, on est encore confus sur les chiffres. Ensuite, il y a Klarsfeld qui donne les chiffres définitifs qui vont être acceptés. Ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 120 000, ce n'est pas 100 000, c'est 75 000, 76 000 juifs. Aujourd'hui, on a même affiné à 74 150 juifs. Et parmi ces 74 150 juifs, 24 500 juifs français. En plus, on a des chiffres extrêmement précis aujourd'hui sur la temporalité. Et on sait que la politique de collaboration de Vichy n'a absolument pas protégé les juifs français. Au contraire, elle a aggravé le sort des juifs français, puisque au moment où Vichy est souverain, c'est-à-dire jusqu'en novembre 1942, et joue la carte de la collaboration, vous allez avoir la moitié des juifs déportés qui vont l'être entre le 17 juillet 1942 et le 11 novembre 1942. 36 000 juifs livrés, et parmi eux, des milliers de Français, dont les enfants du Veldiv. Donc, si vous voulez, pour les historiens, il n'y a plus de débat sur ces questions-là, sur les chiffres, sur le bilan. Et ceux qui vont continuer à dire, comme certains, parce que vous avez aussi des mauvais historiens, comme vous avez des mauvais médecins, vous avez même des imposteurs. On a vu ce qui s'est passé au moment du Covid. Donc, vous avez ça aussi chez des historiens. Et évidemment, Zemmour, qui est malin, un bon, qui a des radars, il va utiliser un livre d'un rabbin et historien, mais non académique, Alain Michel, qui va, aucun travail d'archives, hein, mais qui va reprendre les interprétations de René de Chambrun, d'Alfred Frabelus, et qui va essayer de leur donner un petit vernis statistique et scientifique. Mais ça n'a aucune valeur scientifique, c'est rejeté par les chercheurs, et Zemmour va utiliser ça. Mais vous voyez que les acquis de la connaissance sont, voilà, permettent vraiment d'infliger un démenti. Et le travail de l'historien dans l'espace public, et ce que j'ai considéré comme devant être ma mission, c'était de trouver les arguments les plus clairs, les plus percutants, pour contrer les mensonges et les falsifications de Zemmour. L'exemple que je vous ai donné sur les chiffres et sur le contexte, voilà, Vichy est souverain encore, en partie, jusqu'en novembre 1942, et c'est là où le plus de juifs sont déportés. Et quand Vichy n'est plus souverain, entièrement occupé, ben là, il y a moins de juifs il y a moins de collaboration. C'est bien la preuve qu'il y a un lien direct entre un gouvernement qui veut collaborer et la déportation des juifs. Enfin, voilà, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à revenir dessus. Alors, je voulais, si j'ai encore un peu de temps, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, évoquer le, le troisième. J'ai encore un peu de temps? Oui, Oui. tout à fait. Alors, j'ai oublié en cours de route le troisième moment que je vous avais annoncé, qui portait en partie sur, que j'ai déjà abordé, et qui porte sur l'écriture de l'histoire et finalement sur les dangers, d'une forme de confusionnisme. Parce que qui rejoint ce que je vous ai dit, la nécessité de bien nommer les choses. Comment qualifier ce que Zemmour fait? Zemmour, ce qu'il fait quand il écrit l'histoire à sa manière, ça relève véritablement de la falsification de l'histoire. Alors ça, en quoi on peut dire que ce que fait Zemmour, c'est de la falsification de l'histoire? Alors, j'ai pris un certain nombre d'exemples factuels dans mon livre. J'ai, par exemple, il y a des erreurs factuelles. Vous voyez, quand vous changez complètement, ne serait-ce que la nature de ce qu'a été la rafle du Veldiv, en disant ben, la rafle du Veldiv, après tout, il y avait eu la même chose en 1940, quand on a interné, en mai 40, les ressortissants ennemis. On les a mis, les femmes, au Veldiv. Voilà. Zemmour nous dit, en gros, c'est la même chose. C'est quand même assez sidérant. Et là, on est véritablement dans la falsification, c'est-à-dire que vous changez, vous modifiez la nature d'un événement. Si la rafle du Veldiv, c'est la même chose que l'internement des ressortissants et des ressortissantes étrangers en 1940, il n'y a pas de solution finale. Alors, il n'y a pas de crime contre l'humanité, parce qu'en 1940, il s'agit d'interner des femmes, on les interne au Veldiv,
On ne prend pas les enfants, parce qu'on ne va pas arrêter des femmes qui ont des enfants, ça ne se fait pas. On a prévu de quoi les nourrir. On a prévu de la literie. Et ça n'a rien à voir avec la rafle du Veldiv. Donc, relier les deux ensemble, c'est délibérément semer la confusion sur ce que c'est un crime contre l'humanité. De la même façon, Zemmour va vous expliquer, en manipulant des citations, que les juifs français n'aimaient pas les juifs étrangers et étaient plutôt d'accord avec le maréchal Pétain. Donc, il va prendre des citations de 1940 qui, effectivement, ne sont pas à l'honneur de certains dirigeants de la communauté juive. Effectivement, Hellbronner a tenu, le président du consistoire israélite central, a tenu des propos xénophobes en 1940. Mais c'est ce qu'il dit en 1940. Est-ce qu'en 1942, les dirigeants de la communauté juive française soutiennent la politique de Vichy? Ben non. La déclaration du consistoire central du 25 août 1942 est très claire. Et même, elle est très claire sur le fait qu'il y a très probablement un crime contre l'humanité. D'ailleurs, le mot va être utilisé. C'est un crime contre l'humanité. Donc, vous voyez, le fait de relier des propos xénophobes et de 1940 dans un contexte qu'on peut comprendre, les Juifs français vont être les principales cibles de la politique antisémite de Vichy. Donc, les gens ne sont pas des saints. Et voilà, c'était assez humain de se dire, bah, le statut des Juifs va viser les Juifs, pourquoi ça ne viserait pas les étrangers? Enfin, voilà, Et il y a eu effectivement ces dérives xénophobes. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir être en accord avec la politique criminelle de Vichy en 1949. Donc, vous voyez, Zemmour passe son temps à relier des choses qui n'ont rien à voir, à semer le doute, à semer la confusion. Donc, ça relève véritablement de la falsification et du mensonge. Donc ça, je pense qu'on peut le dire et qu'on peut le démontrer. Après, là, j'anticipe peut-être des questions que vous allez me poser. Est-ce que ça relève des tribunaux? Ça, la question est en suspens parce que la justice est en suspens. Vous savez que le 5 septembre 2023 sera rendu, donc dans moins de 2 mois, sera rendu un arrêt de la Cour de cassation. Est-ce que l'arrêt de relax de Zemmour au titre de la loi Guesso va être cassé ou pas? Là, c'est compliqué. En revanche, je voudrais finir là-dessus, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger à ne pas nommer correctement ce que fait Zemmour et à dire, après tout, le débat est libre. Ce que dit Zemmour, c'est une hypothèse. Si on rentre là-dedans, si on considère que tout se vaut, eh ben, on participe d'une confusion des esprits qui permet de relativiser également l'antisémitisme tel qu'il peut se trouver à s'exprimer dans certains milieux. Si on relativise ça, on peut tout relativiser. Donc je pense que on a le devoir à enfin moi c'est en tout cas ma position, quelle que soit la sphère dans laquelle on est, on a le devoir de toujours bien nommer les choses et de toujours bien dire de quoi relève ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà. Et parce que le relativisme, le confusionnisme, ça sert l'antisémitisme au bout du compte. Et ça sert à faire en sorte que notre pays soit en crise. Vous savez, une crise, ça passe d'abord par une crise des mots, ça passe par une crise morale. Et quand les gens ne sont pas clairs dans leur esprit, eh ben, c'est là où ils en arrivent aux idées extrémistes. Voilà. Ça me frappe vraiment de voir des gens qui perdent leur boussole, qui perdent la boussole républicaine. Je discutais ce week-end avec Dominique Régnier, qui est un homme extrêmement estimable, qui fait des travaux remarquables sur l'antisémitisme. Et j'étais très surpris de voir un homme, qui est un homme de droite, mais perdre sa boussole sur des questions aussi simples que le JDD, qui passe aux mains d'un admirateur de Zemmour, on peut quand même considérer que ça pose problème. Quand vous avez une telle décision qui est prise et qui porte atteinte à la fois à la volonté d'une rédaction et à la volonté de lecteurs, ça pose problème. Donc juste dire, écoutez,
Ce Geoffroy Lejeune, il vient de la droite la plus radicale. C'est un Zemmourien de choc, c'est un supporter de Zemmour. C'est quand même bizarre que de force, on nomme un personnage pareil à la tête d'un journal dont l'identité est d'être un journal modéré. On peut ou pas aimer le JDD, mais c'est un journal qui a été fondé par Pierre Lazareff en 1948. Vous savez qui est Pierre Lazareff? Enfin, vous voyez, quand on commence à malmener l'histoire, commence à malmener des identités établies, au nom d'une pseudo-liberté, je trouve qu'il y a danger. Voilà, et qu'il faut respecter un certain nombre de choses. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire. Voilà. C'est en tout cas ma position et j'invite à la réflexion. Merci beaucoup. Super. C'était vraiment très intéressant on va laisser, parce que j'imagine qu'il y a plein de questions, on pourrait sans aucune hésitation se servir de votre travail que vous avez fait sur l'histoire et dans la thématique de la commission d'études politiques, transposer la situation à ce que nous vivons en ce moment avec les dangers que nous connaissons et la tentation Zemmour qui touche aussi certains membres de la communauté juive française, parce que vous avez cité les bons scores de Zemmour dans le 16e, à Neuilly, etc. Et beaucoup ont fait le parallèle sur des communautés juives importantes à ces endroits-là, parce qu'on sait qu'il y a eu, pas une majorité, mais il y a eu quand même un vote juif significatif pour Zemmour. Donc voilà, je pense qu'on vous aurez certainement des questions dans ce sens-là. Et si voilà, vous levez la main, alors on a Charles et Albert. Allons. Charles? Il y a un micro, mais Benji, je peux. Il est parti? il est parti. Oui. Allez. Après, on le remettra là pour mieux entendre Monsieur Joly. Encore qu'on vous entend quand même correctement. Passion personnelle, je comprendrai pourquoi je la donne, mais que ça n'est pas mon habitude. J'ai 8 générations d'ancêtres dans un cimetière français. La famille est française au moins depuis le traité de Westphalie. En juin 40, mon père, ancien combattant et architecte décoré, était pétainiste. Il pensait que Pétain était l'illustration de la défense de la France. Ça s'est terminé en septembre par la première statue. Et j'invite chacun d'entre vous qui ne l'a pas fait de lire le texte du journal officiel sur les mesures antisémites, que vous constatiez qu'il n'y a aucune différence, aucune nuance entre juifs français et juifs étrangers Bien sûr. du statut des juifs en septembre. Par suivi d'abord votre magnifique exposé, le chemin de fer historique de la pensée d'extrême droite qui justifie l'attitude de Pétain depuis de nombreuses années. J'ai voulu dire cela, illustrer en fait, en tant que presque comme témoin, pour illustrer ce que je veux vous apporter comme contribution intellectuelle pour la défense de la classification de l'histoire. Charles. C'est ton rôle. Je sais pas si. Merci pour votre exposé. J'avais une question en fait, à vous poser. La première, c'est que vous parlez de confusionnisme, c'est un peu la base, je dirais, de la fake news, c'est-à-dire qu'on crée, on embrume un petit peu de manière. C'est un peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Vous parlez de falsification, mais vous ne parlez pas de négationnisme. Est-ce que vous iriez jusque-là? Est-ce qu'on peut considérer que Zemmour est un négationniste, d'une certaine manière? Parce que juridiquement parlant, là, vous avez la Cour de cassation qui doit être rendue en septembre. D'un point de vue historique, est-ce que vous mettez dans cette catégorie-là? Et deuxièmement, selon vous, ça nous apprend sur nous-mêmes, parce que finalement, le fait d'avoir idéologiquement envie de pousser ces idées-là, c'est une chose. Le fait de les récupérer, notamment
au niveau des médias, c'en est une autre. Pourquoi les médias, question un peu rhétorique, mais pourquoi les médias s'en donnent à cœur joie? Et qu'est-ce que, de votre point de vue, ça signifie sur la communauté juive? C'est-à-dire pourquoi, finalement, un juif réussit à attirer autant de juifs en parlant et en torturant l'histoire de cette manière-là? Merci. Alors, Alors, vous voulez répondre à ces deux questions, puis on en prend d'autres après? oui, Ça vous oui, va? je peux répondre. Alors, je suis désolé, j'espère que vous m'entendez bien parce que Oui. de votre côté, c'est très heurté, les retours que j'ai. Ah, J'ai mince. quasiment un mot sur deux que je n'ai pas. Euh, du coup, j'ai oublié la question que... oui, pardon, le négationnisme. C'est très important la question que vous posez. Zemmour, c'est pas un négationniste. C'est très clairement un négationniste. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce sujet-là. Zemmour, en fait, il s'intéresse pas à l'histoire de la Shoah. Il a juste vu une question qui pouvait lui permettre d'avancer ses pions politiques et intellectuels. Voilà, donc il s'est emparé de ça. Il a vu que c'était une manière aussi de faire parler de lui. Mais voilà, il n'a pas de- il cherche pas à prouver que la solution finale n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, dire que Pétain a sauvé les Juifs français, c'est reconnaître que les Juifs français, étrangers ont été déportés et donc exterminés. Donc, vous voyez que c'est assez difficile de le coincer. Mais c'est vrai qu'il y a une jurisprudence liée à la loi Guesso qui permet de condamner des gens pour minoration outrancière de la solution finale. Dire que Pétain a sauvé les Juifs français serait une minoration outrancière. Ça se discute, vous voyez. D'une certaine manière, c'est pas faux, parce que la réalité de la solution finale en France, c'est que vous avez 24 500 Juifs français qui ont été déportés. Vous avez des enfants. C'est un crime impardonnable d'avoir déporté des enfants. Donc, Pétain n'a pas sauvé les Juifs français. On est là quand même face à un postulat qui est très... voilà, donc après, moi, je ne suis pas juriste. Voilà, on verra ce que vont décider les juristes. Et je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à cette décision. D'abord parce qu'elle a peu de chances d'aboutir et que même si Zemmour a la justice de son côté, ça ne nous empêchera pas de dire que Zemmour est un falsificateur de l'histoire. Voilà. Et s'il porte plainte contre ceux qui l'accusent d'être un menteur et un falsificateur de l'histoire, je pense qu'il y a des arguments solides pour se défendre et qu'on on risque pas d'être condamné pour diffamation en disant que Zemmour est un falsificateur de l'histoire. Moi, c'est tout ce qui m'apporte. Voilà, le droit, c'est autre chose. Et j'ai bien vu que, vous savez, j'ai été le seul témoin des parties plaignantes et j'ai bien vu que les juges, en fait, ils étaient paumés dans les explications historiques qu'on peut donner. Eux, ils sont sur une autre logique, donc, et qui est pas très conciliable avec celle des historiens. Voilà. Alors après, oui, il y a de manière globale, vous avez une certaine radicalisation. J'aime pas ce mot-là, surtout pour parler des conservateurs français. Mais oui, vous avez toute une partie de les juifs, mais pas que. Moi, je viens d'un milieu non juif, traditionnellement de droite. Mon père a fini sa vie zémourien. Il est mort l'année dernière. Pour lui, Zemmour, c'est le sauveur de la France. Donc, vous avez plein de gens, et on peut les comprendre, ils se sentent en danger. Les juifs français sont quand même, et c'est normal, plus sensibilisés que d'autres à certains dangers, notamment celui de l'antisémitisme musulmane. Vous avez eu des attentats en France terribles. C'est normal que face à ça, il y ait des peurs et qu'on croit, ça fait aussi partie de notre identité française, on croit en l'homme providentiel. Zemmour, d'ailleurs, reprend cette figure, et d'ailleurs, c'est assez cocasse parce qu'il la caricature complètement, il est assez grotesque dans son costume de sauveur de la patrie, mais on a eu ça toujours dans notre histoire politique. Et d'ailleurs, le maréchal Pétain, ça a été l'un des avatars. Mais on a eu la tradition césarienne, 19e siècle.
avec les Napoléons, on a eu le boulangisme, on a eu Marchand, et même De Gaulle, d'une certaine manière, a sublimé ce besoin qu'on a parfois en France de croire qu'un homme va pouvoir nous sauver. Et moi, quand je discute avec certains amis juifs d'une certaine génération, c'est assez touchant parce que vraiment, ils étaient convaincus que Zemmour, c'était le sauveur de l'Europe. Comment vous voulez discuter rationnellement avec des gens qui pensent qu'il y a un sauveur? Voilà. Hélas, non, il n'y a pas de sauveur. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la République. Moi, je crois en ça. Et honnêtement, il n'y a pas d'autre porte de salut. Voilà. Mais c'est une ligne de crête très difficile à suivre. Et la facilité, la tendance à croire qu'il peut y avoir un sauveur, ben, ça, c'est notre commune humanité et on peut la comprendre. Et il faut essayer mais parfois, c'est assez difficile d'avoir des arguments rationnels. Voilà, face à ça. Finalité, dans tous les exemples que vous avez cités et les thèses qui sont reprises par Zemmour, c'est que là, lui est juif. Donc, ce qui n'était pas le cas, à moins que vous donniez des exemples d'autres juifs qui ont tenu les mêmes propos, les mêmes théories révisionnistes, enfin, pas négationnistes, mais révisionnistes que lui par rapport à Vichy. Ah, j'ai oublié de vous dire ça. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Je savais qu'il y avait un bug dans ma troisième partie. Oui, ce qui est assez frappant, c'est que d'un côté, vous avez un chemin propre qui est celui de l'histoire politique française, où l'antisémitisme a disparu de notre paysage politique. Je précise bien de notre paysage politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus euh, faire carrière sur l'antisémitisme. Ce n'est plus possible. C'était possible avant, c'était même des créneaux politiques qui ont été utilisés. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce qui fait qu'il est possible pour un juif d'endosser à peu près n'importe quelle étiquette politique, jusqu'à celle d'être un héritier de Drummond et de Maurras. Ça paraît incongru, mais c'est comme ça. Ça, si vous voulez, c'est le côté positif pour les juifs hein, de leur inscription dans la vie sociale, politique, culturelle française. Ce n'est plus possible. Et il y a donc possibilité pour un Zemmour d'être l'héritier, d'être le nouveau Le Pen. Parce que Zemmour est bien le nouveau Le Pen. Il suffit de voir son programme, c'est le nouveau Le Pen. Ça, c'est quand même assez frappant. Alors, est-ce que le fait d'être juif est un atout ou pas pour lui? Je crois vraiment que c'est secondaire. Vraiment, croyez-moi, je viens d'un petit village alsacien, que Zemmour soit juif, pour les gens, ça compte plus. L'ennemi de l'intérieur aujourd'hui, pour la droite, pour l'extrême droite française, c'est plus le juif, c'est le musulman. C'est vraiment là, il y a une mutation fondamentale de l'ennemi intérieur, ce qu'on étiquette ennemi de l'intérieur. En revanche, pour en revenir à la question que moi qui m'intéresse plus, d'écriture de l'histoire, ce qui est assez frappant, c'est que là, il y a une continuité. C'est qu'il y a toujours eu, enfin, le discours justificatoire sur Vichy, c'est toujours appuyé sur des auteurs juifs. C'était vraiment une manière de faire passer plus facilement les justifications de Vichy. Donc vous avez Robert Aron, bien évidemment, vous connaissez, qui a écrit cette histoire de Vichy. Alors, le fait que Robert Aron était juif était relativement secondaire hein, dans son identité propre, même s'il est revenu à la religion juive vraiment à la fin de ses jours. Enfin, c'était quasiment un juif converti, en fait. Mais il est vraiment revenu à la religion juive, et c'est vrai il était vu comme un juif qui dit du bien de Vichy. Et les défenseurs de Vichy disaient, regardez, il y a un juif il y a toujours eu un peu ça, jusqu'à François-Georges Dreyfus, qui était un universitaire qui était en politique, puisqu'il était adjoint au maire de Strasbourg, et qui, comme Zemmour, d'ailleurs, c'est assez frappant, dans mon livre, je fais vraiment le lien entre François-Georges Dreyfus et Zemmour, parce que comme Zemmour, à un niveau évidemment moindre, il était pour l'union des droites. Il était au club de l'horloge, il était pour l'union des droites, et il a réécrit l'histoire de Vichy, il a fait une histoire de Vichy, qui va reprendre un peu les mêmes idées sur Vichy qui a sauvé les juifs français, etc., mais vraiment dans cette idée d'union des droites. Et François-Jean Dreyfus, lui aussi, très utilisé par l'extrême droite pétainiste, en disant, regardez, il y a un juif. Je pourrais aussi citer le cas assez déplorable, parce que là,
Il s'agit d'une figure de très haut niveau et admirable d'Annie Kriegel. Annie Kriegel, elle aussi, avait tenu des propos comme ça un peu du Café du Commerce sur Vichy qui a sauvé les Juifs français, et elle aussi repris. Donc vous voyez, il y a toujours eu dans l'extrême droite, regardez, c'est un juif qui le dit, et comme ça on peut l'utiliser. Donc par rapport à Vichy, là il y a vraiment un lien. Mais le fait qu'un Zemmour soit aujourd'hui le leader de l'extrême droite française, ça s'inscrit vraiment dans l'assimilation des juifs à la vie politique française, et le fait que l'antisémitisme a véritablement disparu. Et si vous voulez faire carrière aujourd'hui en politique, il faut absolument gommer le stigmate de l'antisémitisme. L'ULIO a très bien compris ça. Marine Le Pen a très bien compris ça. Vous vous rappelez qu'en 2017, quand elle a essayé de reprendre un peu les mots classiques habituels, non, on ne peut pas dire que la France avait quelque chose à voir avec l'Arabie Valley. Elle s'était juste contentée de dire ça. Tout le monde lui était tombé dessus, elle a rétro-pédalé. Donc aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus faire d'antisémitisme, et il faut gommer. Alors ça ne veut pas dire que l'antisémitisme a disparu à l'extrême droite, hein. Il reste, mais il n'est absolument plus audible d'un point de vue politique. Voilà, ça me paraît au moins un acquis favorable. L'antisémitisme n'est plus là, dans d'autres sphères, comme vous le savez. Alors, il y a une question là, Véronique, et ensuite, oui, on entendra mieux. Il y a le deuxième micro. Non, mais comme ça ne sera pas haché. Ah, c'est à moi ou Vas-y. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé passionnant, et j'avais lu votre livre. J'avais appris beaucoup de choses. Moi, en fait, je voudrais juste rebondir sur 2 points, c'est-à-dire que on doit vous poser la question tout le temps, mais les gens, quand on leur disait non, voilà, historiquement, c'est prouvé que Pétain n'a pas fait tout ce que Zemmour a dit par rapport aux Juifs français, étrangers, on a l'impression dans nos entourages, depuis quelques années, surtout il y a 2 ans, il y a 1 an, enfin, le climax de la campagne, d'avoir des gens qui ne veulent pas entendre. Et moi, je trouvais justement que c'est encore plus des juifs qui disent justement, parce que comme Zemmour est juif, ça lui donne comme un espèce de blanc-seing, et il ne peut pas dire des choses contre les juifs. Et le fait de parler de Pétain, les gens, et pourtant des gens diplômés, éduqués, qui réfléchissent, disent bon, ça va, c'est de l'histoire ancienne, c'est plus le sujet aujourd'hui. Arrêtons avec ces polémiques comme si c'était avéré ou pas, quelque part, ça ne les intéresse pas. Et on a du mal à trouver, alors après on peut ne pas être d'accord sur un plan politique, mais quand on essaie d'argumenter avec des éléments historiques avérés, eh bien les gens dans la sphère juive française et même ashkénaze, ce qui moi m'a choqué encore plus, parce que moi je suis ashkénaze et que certaines personnes voyaient effectivement ce Zemmour comme un sauveur, et le sauveur surpasse tout. Et encore aujourd'hui, j'en ai quelques-uns qui me disent oui, mais regarde, avec tout ce qui se passe. Alors, en gros, Marine Le Pen, non, mais Zemmour, oui, parce que le fait qu'il soit juif, inconsciemment ou pas, ça lui donne ce blanc-seing. Et comme si l'histoire n'a plus d'importance. Quels sont les arguments? Quels sont les arguments? Est-ce qu'il y a des arguments? Voilà, parce que. Ah, mais il y a contre la raison, enfin, contre la passion, c'est difficile d'avancer des arguments rationnels, parce que les gens vont être dans le déni. Le déni, c'est l'arme absolue de celui qui ne veut pas voir. Donc, dans le meilleur des cas, effectivement, on va vous dire, c'est vrai, vous avez raison, il dit des conneries sur les Juifs, mais ce n'est pas important, sur le reste, il a raison. Voilà. Et là, on peut répondre, écoutez, s'il se trompe là-dessus, peut-être qu'il peut se tromper sur le reste. Parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas enfin, il y a un lien. Quand vous êtes biaisé sur un sujet, c'est que vous êtes biaisé dans votre tête. Et c'est vraiment le cas de Zemmour. Donc voilà. Mais si vous voulez, maintenant, là-dessus, je suis devenu très philosophe, et je considère que chacun doit faire son chemin pour comprendre le problème. Alors, il y en a qui ne le font pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, entre les intentions
qui était à un moment donné très haut dans les sondages, et puis le résultat, c'est bien qu'il y a des gens, et la majorité des gens ont changé d'avis. Donc pourquoi ils ont changé d'avis? Ce n'est pas à cause de Pétain. C'est que chacun fait son propre cheminement, et je crois se rend compte j'aime pas utiliser ce terme parce il est un peu psychanalytique, enfin même il l'est carrément, et il peut même être stigmatisant, mais se rend compte de la folie de Zemmour. Et donc chacun fait son chemin. C'est comme quand vous êtes dans une relation toxique, parce que c'est une relation politique toxique d'être fan de Zemmour. Vous pouvez qu'au bout d'un moment vous rendre compte que vous êtes face à un escroc et à un imposteur. Donc les gens, ils l'ont compris, chacun en suivant son chemin. Alors certains, ça a été les propos qu'il a tenus au moment de l'affaire en Ukraine, je veux dire, les propos de février 2022. Et c'est en ça que sert l'histoire. À quoi sert l'histoire? C'est de rappeler les déclarations du passé. Donc vous prenez ces déclarations en février 2022, ce qu'il a dit sur l'Amérique, l'espèce de fantasme qu'il avait dit que la France devait être l'arbitre. L'homme, il est totalement dans ses idées, totalement dans un monde d'idées. Ressortir ce qu'il dit. Il faut que la France soit arbitre, il faut que ce soit Védrine et Sarkozy, et du délire total. Pour relire, par exemple, sa déclaration, ses vœux à la presse en janvier 2022. Ses vœux à la presse, vous montrez ça, les vœux à la presse. Je pense que les gens qui ont lu les vœux à la presse de janvier 2022 se disent, ce type est fou, parce que Zemmour disait, ben voilà, dans un an, je serai à votre place et je serai président de la République. Enfin, il y a un délire narcissique déployé sur le texte est public, on peut le trouver. Donc voilà, je pense que chacun fait son chemin et se rend compte que c'est vraiment quelqu'un qui s'est enfermé dans un petit monde convaincu qu'il détient la vérité. On est vraiment dans quelque chose de pathologique. Voilà. Et je pense que chacun fait son chemin pour s'en rendre compte. Voilà, alors ça va être Pétain, ça va être ça va être les propos qu'il avait tenus, qui ont beaucoup choqué personnellement à Versailles, les amis juifs que je connais, parce que vous savez que c'est une ville, c'est une ville qui a un lien avec les attentats de 2012. Il n'y a pas besoin de vous dire lequel. Donc, parler à propos des funérailles des victimes de Toulouse, je ne sais plus ce qu'il avait dit, enfin, c'était profondément choquant, et insulter comme ça les victimes de l'attentat de 2012. Voilà, donc ça, je sais que ça a détourné les Juifs que je connaissais à Versailles. Voilà, donc chacun suit son chemin. Voilà, je ne peux pas vous répondre autre chose. Et parfois, un argument qu'on va penser rationnel ne va pas être opérant, et c'est un autre argument qui va marcher. C'est-à-dire que la période actuelle aussi déchaîne les passions dont vous parlez, et plus le reste est dangereux, et plus la tentation Zemmour ou extrémisme, en tout cas, est grande. Donc, on a deux questions. Alors, Bruno Aliwa, président de la commission de souvenir, et Marc. Bruno qui a entre les mains le livre La pacification disparue. Alors, Bruno en bleu et Marc en blanc. Alors, d'abord, merci pour votre intervention. Je regrette que vous ne soyez pas là parce que j'aurais bien voulu vous faire signer le livre sur le Veldiv que j'ai lu avec passion il y a quelques mois. Ma question, c'est la suivante, c'est est-ce que cette falsification, ce relativisme de Zemmour a-t-il réellement un impact sur le plan politique, sur le résultat des élections? Alors, vous avez parlé du corps de Zemmour à Versailles, à Neuilly, à l'ouest parisien, mais finalement, vous avez dit aussi que le juif n'était plus l'ennemi intérieur, plus considéré comme l'ennemi intérieur, et que l'ennemi intérieur aujourd'hui, ce sont surtout les musulmans. Et mon sentiment, mais ça n'est qu'un sentiment, je n'ai rien vraiment pour étayer ça, c'est que c'est justement contre cet ennemi intérieur que les gens votent, surtout en faveur des mouvements. En gros, les juifs, ils n'en ont rien à foutre, en vérité. Moi, c'est ce que je pense de la plupart de l'échiquier politique, à part l'obsession de LFI. Mais la principale motivation du vote de Zemmour, c'est justement la montée de l'islam, ou tout ce qu'on voudra, et plus que le fait juif. Et je pense aussi que c'est pour ça que beaucoup de juifs, pro en tout cas, votent Zemmour.
c'est d'abord un vote anti-musulman plutôt qu'un vote pro-Zemmour. Tout Et à c'est fait. aussi comme ça que je m'explique le vote, même si ça concerne finalement peu de personnes, le vote pour Zemmour par les Juifs, enfin par les Français d'Israël. Alors, André Nejjar et ensuite Bruno. Oui, merci en tout cas pour votre exposé. Je partage tout à fait la dérive presque pathologique de Zemmour, mais il y a une dimension à laquelle on ne pense pas, laquelle ne fait pas du tout référence pour Zemmour. J'en parle d'autant plus que Zemmour est originaire de Sétif et voisin de Constantine. Constantine Sétif, c'est la même chose. Et Zemmour, originaire de Sétif, c'est que la famille à Sétif a subi, et c'est une dimension fondamentale, a subi un massacre en 1945. Les communautés de Sétif ont subi un massacre. Et ça montre que la relation de Zemmour avec l'islam, fondamentalement avec l'islam. Mais ce que je reproche à Zemmour, c'est deux choses. C'est que la première, il a peut-être raison sur Sétif. Mais sur Constantine, il y a eu le même massacre. Mais à Constantine, il y avait le lien avec l'extrême droite qui allait se faire. Et d'autre part, ce que Zemmour oublie, c'est que sa propre famille, au cours du recensement qui a eu lieu en Algérie, a reçu quand même un recensement disant que c'était des juifs indigènes ou juifs ou français d'origine. Et il a oublié aussi, il a qu'à lire le bouquin d'Attali, l'année des dupes. C'est-à-dire que tout ça, ça a été estompé. Comme s'il avait complètement oublié tout ce qui s'est passé pendant la période de Vichy et même après avec Darlan, comme s'il avait tout oublié et il n'a retenu que la relation avec l'islam. Et de là, il est allé à la dérive complètement. Alors moi, je pense que s'il y a une dimension sur laquelle il faut bientôt bien revenir, ce n'est pas l'obsession de l'extrême droite, c'est l'obsession de l'islam. À mon avis, Tout à fait. Zemmour fait effet par ses relations et par ce qu'il dit sur l'islam et par les retombées de l'islam politique et de l'islam conversionniste sur l'ensemble des Juifs. Il n'y a qu'à voir Toulouse et compagnie pour bien comprendre la mentalité des Juifs par rapport à Zemmour. Et moi, je pense que c'est cette partie-là, il faut quand même qu'on arrive à démystifier. Bruno, merci. Oui, moi j'ai 3 points. D'abord, félicitations pour tous vos travaux. Premier point, vous avez dit à la page 90, Alain Michel, inspiré par le gendre de Laval, c'est-à-dire René de Chambrun. Y a-t-il vraiment eu est-ce qu'il y a eu pour vous une relation entre les deux, entre l'historien israélien rabbin Alain Michel et René de Chambrun? Est-ce qu'il y a eu, ou tout à plus, c'est une relation plus, une sorte de filiation, un intérêt pour le personnage? Le deuxième point, vous parlez dans votre livre, et je trouve que c'est très très bien, vous parlez beaucoup d'Alfred Fabrelus. Alfred Fabrelus, qui a des relations proches avec Raymond Aron, et c'est vrai que vous parlez du rôle d'Alfred Fabrelus dans la pensée de Zemmour. Et en même temps, vous parlez du Club de l'Horloge. Alors, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, Zemmour recycle les idées du Club de l'Horloge? Oui, Alors, tout à fait. et c'est assez intéressant parce que quand on va sur Internet et qu'on voit le site du Club de l'Horloge, je lis « Zemmour a pillé sans citer ses sources et fait son beurre du malheur des Français. C'est le héros des gogos. Zemmour ou ses nègres ont en effet largement utilisé les travaux du Carrefour de l'Horloge sans jamais les citer. Zemmour est français d'apparence, mais juif en réalité. » Et c'est Henri Lequesne, condamné en 2018. Ah, Et je trouve que c'est intéressant. Hein. Vous regardez, c'est le site de Lequesne. oui, je connais. Ouais. C'est vrai qu'il se livre sur Zemmour. Moi, la question, c'est est-ce que c'est un recyclage? En fait, moi, j'avais écouté une fois une phrase de Zemmour qui disait « Qui s'excuse s'accuse ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Zemmour, c'est vrai que si vous voulez faire du buzz, vous donnez des phrases, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est rentré dans un domaine et finalement, il n'est pas aussi sûr que ça, pas aussi sûr. Je vous dis pourquoi, c'est très simple, c'est que moi, Zemmour, je l'ai connu d'une façon très particulière, non pas dans des cercles particuliers, mais dans le cadre d'une hébrite.
à des conférences sur le livre. Et moi, le Zemmour de 2000, que j'ai connu au début des années 2000, n'est pas le Zemmour de 2023. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'évolution du personnage. Et ma question, elle est très simple, et c'est parce que là, on est dans une commission d'études politiques. On a l'impression que quand un juif fait de la politique, il devient plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'on a eu en son temps notre ami, on le voyait, les Fitterman, les Krasuki étaient plus communistes et plus pro-russes que n'importe qui. Je vous posais la question, est-ce que finalement, ce n'est pas être plus royaliste que le roi? Maintenant, concernant la réponse pour M. Nadjar, je pense qu'on sous-estime complètement le stress post-traumatique des enfants des rapatriés d'Algérie, c'est-à-dire que, et en particulier des enfants de Constantine, excuse-moi, mais en fait, le massacre de 1934 a eu un impact important sur cette génération qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez les Juifs d'Oran qui n'ont pas du tout ce racisme anti-arabe de Zemmour. Merci beaucoup pour ces interventions absolument remarquables. Et effectivement, Zemmour prend en otage, si vous voulez, l'ensemble des citoyens de ses obsessions, névroses personnelles. Il y a une névrose très claire liée à son identité. Et voilà, donc ça, c'est certain. C'est pas une piste que j'explore beaucoup, mais elle est vraiment explorée. Et Jean-Yves Camus me disait que il avait envie de travailler là-dessus parce que oui, tout vient de son histoire propre, c'est certain. Alors Alain Michel, c'est lui-même qui donne les clés. On a la chance d'avoir un auteur qui est assez bête, Alain Michel, et d'emblée, il nous dit bah, je suis allé voir René de Chambrun. Alors il m'a expliqué que Laval avait sauvé les Juifs français. Je n'avais pas pensé à cet argument, mais c'est un argument qui me paraît très valable et je vais le démontrer. Voilà. Il commence son livre comme ça. Et donc, effectivement, il est allé voir René de Chambrun à la fin de sa vie. Je n'ai pas trouvé la preuve dans les archives, parce que je suis allé voir les archives de René de Chambrun que j'ai passées au peigne fin. Mais les dernières années de la vie de René de Chambrun, il n'a pas bien tenu ses papiers. Donc, après 96, j'ai quasiment rien. Donc, on peut penser qu'il est allé le voir dans les années 2000, quoi. Voilà. Alors, effectivement, il faut le rappeler, il y a bien encore une extrême droite antisémite qui reste. Et Henri Deléquin, que je connais bien ici à Versailles, et en est l'un des derniers résidus, quoi. Mais on voit que ce type-là, voilà, il n'a aucune audience, mais il a toujours sa feuille, il a toujours son site internet. Il a été condamné au titre de la loi Guesso, justement. C'est grâce peut-être à lui que Zemmour va être condamné parce qu'il avait, je ne sais plus quoi, sur le RAF du Veldiv, il avait dit, il avait tenu un propos ordurier sur la RAF du Veldiv en disant que c'était rien du tout, bon bref. Donc il avait été condamné avec cette extension de la loi Guesso. Alors, le fait d'être plus royaliste que le roi, est-ce que c'est parce que c'est un juif qui veut donner? Non, c'est le propre du converti. Et effectivement, c'est ça aussi qui a fait qu'on a eu du mal parfois à dire que Zemmour est d'extrême droite. Je me suis d'ailleurs un peu fâché avec Jean-Yves Camus, parce que Jean-Yves Camus, il avait comme vous, Bruno Alioua, il avait connu un autre Zemmour. Et donc, il n'arrivait pas à se dire qu'il est d'extrême droite. Ben non, c'est un converti. Voilà, il s'est effectivement converti à l'extrême droite. Avec toutes les maladresses, je ne sais plus lequel de vous trois le disait, et c'était très juste, on voit que c'est parfois artificiel. Et moi, je l'ai bien vu sur Vichy, parce que la manière dont il va reprendre Robert Aron, on voit que tout ça, c'est sur le tas. Sur le tas, il s'est fait une culture d'extrême droite. Je pense qu'avant les années 2000, il n'avait jamais lu Bainville, il n'avait jamais lu Maurras, il ne connaissait pas, il vient pas de cette culture-là. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui est tombé dedans quand il était petit, il n'est pas tombé dans la marmite petit, il est devenu d'extrême droite et il s'est acculturé. Et comme tous les convertis, eh ben, il en fait des tonnes. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. J'aurais une question. Est-ce que vous pensez que la France, contrairement à l'Allemagne, n'a pas fait le travail et que juste l'accusation de la collaboration, il a fallu attendre Chirac au discours du Veldiv. Il y a eu, après la guerre, vous avez travaillé d'ailleurs dessus sur les tribunaux d'épuration, puis ces tribunaux cette épuration, il y a eu De Gaulle ensuite avec la réconciliation nationale et on n'a pas vraiment fait le procès de la collaboration. Il n'y a pas eu, d'ailleurs, on a eu
des gens autour de Mitterrand, dans son entourage, les Touvier, les Bousquet, les Papon, qui ont encore occupé des postes importants. Est-ce que vous pensez qu'on ne paye pas, avec aujourd'hui Zemmour et ses propos sur Vichy, le fait de ne pas avoir fait le procès de cette collaboration? Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, l'extrême droite a été balayée et totalement discréditée par l'épuration, puis par la guerre d'Algérie, où elle est revenue voilà, elle a été encore pire. Donc, non, je pense pas que ce soit ça la clé. Le fait qu'on n'ait pas jugé la politique antisémite de Vichy, bon, il y a le fiasco du procès Bousquet en 1949, c'est un fait, mais vous savez, je suis en train de travailler sur l'épuration et je découvre des centaines et des centaines de procédures qui concernent des juifs et des crimes contre les juifs. Donc, ça a été fait pas aussi bien qu'on aurait voulu, avec cet absent qui est le criminel de bureau, d'où la réparation, semi-réparation du procès Papon, mais Pétain a été condamné, Laval a été condamné, Darquier de Pellepoix a été condamné, Vallat a été condamné, pas autant qu'on l'aurait voulu, 10 ans de prison, mais quand même. Voilà, donc je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça qui explique. Non, ce qui explique la montée d'un Zemmour et le fait qu'aujourd'hui il réécrive l'histoire, au contraire l'éloignement du temps qui fait qu'aujourd'hui on peut utiliser l'histoire comme une arme et mentir de manière presque en toute impunité. Et voilà, je suis un peu confus dans ma réponse parce que en fait, j'ai pas très bien compris le. Je pense que la France a fait un travail et le discours de Chirac en 95, il a été plutôt pionnier, hein. Évidemment, l'Allemagne étant le principal coupable, évidemment que l'Allemagne a fait un travail beaucoup plus pointu. Mais vous voyez, même là, en Allemagne, l'extrême droite commence à venir. Il y a eu, vous l'avez vu ce week-end, pour la première fois, un maire qui a été élu d'une ville importante. Donc voilà, même là, malgré le travail, l'Allemagne n'est pas à l'abri de la montée de l'extrême droite. C'est surtout le contexte qui explique pourquoi l'extrême droite monte, plus que le lien qu'on a avec notre passé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je sens que vous voulez poser une question. Je peux dire à l'Assemblée, je peux dire Laurent Joly. Bonjour. Je suis une rescapée de la rafle du Bézil. Mes parents et presque toute ma famille morts à Auschwitz. Et je suis révoltée contre ce personnage qui falsifie l'histoire. Je suis de tout cœur avec vous, Laurent Joly. Il faut lutter contre ça. Cela fait 28 ans que je vais dans les écoles, collèges, lycées, partout en France, pour parler aux jeunes, leur expliquer ce qui fut. Et quand j'entends qu'un juif est capable de telle ignominie, ça me révolte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais vous voyez, Rachel, moi, je suis très touché par votre réaction et je me rappelle qu'on s'était vu sur un plateau de télé, vous étiez vraiment presque mal, quoi, en parlant de Zemmour. Et bien ça, c'est typique. Zemmour, c'est une relation toxique. Ce qu'il dit, ça fait du mal. Ça fait du mal aux gens. Et d'ailleurs, souvent, à la fin d'un débat avec Zemmour, les gens, ils sont mal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours refusé de débattre avec Zemmour, d'une part parce que je pense que ça participait au confusionnisme, mais aussi parce que c'est une épreuve. C'est quelqu'un qui fait du mal aux gens et il y a une violence ces mots sont violents. Et ça, je trouve que c'est très important d'entendre votre réaction, Rachel, parce qu'on en a la preuve, voilà, du mal qu'il fait. Vous vous rendez compte, vous, rescapé de la rafle du Veldiv, vous devez supporter à 86 ou 87 ans, vous devez supporter d'entendre ça. C'est insupportable, vraiment. Alors, vous avez mis le doigt sur le fait que vous ne vouliez pas débattre avec Zemmour. Le CRIF a des positions très marquées sur le fait de ne pas faire débat, de ne pas prendre langue ni avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche.
Donc l'extrême droite, alors on sait que Jean-Yves Camus, qu'on a reçu hier, pas hier, au début quand la commission s'est réunie, nous disait qu'il ne fallait pas appeler Marine Le Pen ou Zemmour l'extrême droite. C'est la droite dure, mais ce n'est pas l'extrême droite. En tout cas, le CRIF a toujours refusé de... Oui, ça c'est sa position, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est pour ça que j'en parle. Donc nous, on a toujours refusé, mais il y a dans la communauté juive des gens qui disent quand même, et vous-même vous dites refuser de débattre avec Zemmour, il y a une position qui est la suivante, qui est de dire oui, mais si en face d'eux, il n'y a pas de contradicteur qui leur prouve, qui démontre leurs idées, alors forcément la voix est libre et ils peuvent faire passer leur message comme ils veulent. Qu'est-ce que vous pensez Non, de cette position? la vérité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si les gens, et je pense à des intellectuels importants ou des politiques, avaient refusé de débattre avec Zemmour, Zemmour aurait eu moins d'importance. Ils l'ont valorisé. Et d'ailleurs, quand Zemmour avait lancé son émission sur CNews, qui a quand même été son tremplin, l'un de ses tremplins politiques, sa grande peur, c'était que les gens ne viennent pas. Alors, on les a appâtés, les gens. On les a appâtés parce qu'ils avaient des livres à vendre, que Manuel Valls sortait un livre, que Jacques Lang sortait un livre, que Bernard-Henri Lévy sortait un livre. Donc, les attachés de presse, et moi-même, ma propre attachée de presse m'a fait pression, parce que ça fait du buzz, parce qu'on va être vu. Et je pense que c'était une erreur et un piège. Après, le Rassemblement national, c'est vrai que c'est sans doute un parti qui évolue. C'est un fait. Mais quand vous voyez la raclée qu'a pris l'UALIO en interne face c'est ce que j'avais dit à Serge Klarsfeld, qu'il était bien naïf je lui avais dit, il n'a aucune chance. On voit bien que Jordan Bardella incarne une ligne qui est celle du nationalisme ethnique, qui est beaucoup plus dure, mais oui, il y a au sein de l'extrême droite française, vous avez une tendance plus populiste, moins doctrinaire, et qui évolue vers une... Parce que ça, c'est notre histoire politique, Déroulède, Larocque. Bon, d'ailleurs, il y avait des liens avec la communauté juive. Hein. Le colonel de Larocque, vous savez que ces liens ont été rompus en 1936 parce que, justement, il y avait un durcissement. Mais je pense que autant peut-être qu'il peut y avoir matière à débattre avec le Rassemblement national parce qu'il peut évoluer d'une certaine manière, et encore, je resterai très réservé, autant en Reconquête, et Zemmour, c'est véritablement l'extrême droite doctrinaire la plus dure, autour de laquelle il faut maintenir un cordon sanitaire le plus ferme. C'est une question de survie et de raison, parce que là, on a vraiment affaire à des gens extrêmement dangereux. Voilà. Allez, on peut prendre une dernière question, parce que l'heure a tourné. C'est Bruno. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Zemmour satisfait une grande partie de l'opinion publique, c'est-à-dire des enfants de ceux qui ont assisté en silence ou sans rien faire à toute cette période de la guerre? C'est-à-dire on a l'impression que finalement, il a quand même, et c'est triste, je parle sur cet aspect de protection de Vichy, est-ce qu'il n'exprime pas finalement dans l'inconscient des Français malheureusement ce que beaucoup de Français pensent? Mais absolument, c'est-à-dire que c'est jamais agréable, même si c'était loin, même si c'est pas nous, même si c'était les arrière-grands-parents, c'est jamais très agréable de se dire qu'en France, il s'est passé un crime et qu'il y a eu une certaine complicité, même si on le sait grâce à Klarsfeld, grâce à Semlin, grâce à plein de travaux. Si les Juifs ont survécu davantage en France que dans d'autres pays, c'est grâce à la solidarité du pays. Il y a quand même une tâche, il y a quand même un crime. Et évidemment, des arguments qui déculpabilisent, qui s'apparentent au déni, bah, c'est agréable, c'est confortable. Voilà, et ça, on le voit sur plein d'autres sujets. C'est toujours plus agréable quand quelqu'un vous dit, mais non, ce qui s'est passé, c'est pas si grave que ça. C'est en fait, voilà, je pense qu'on est vraiment sur ce registre-là. Voilà, il donne une explication qui peut satisfaire une certaine facilité de pensée. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions,
Vraiment un grand merci. Non, mais c'était un plaisir d'échanger avec vous et j'aurais préféré être avec vous. Bah oui, Voilà. mais je pense que vous aviez des bonnes raisons et des circonstances atténuantes. Peut-être que nous aurons le plaisir de vous revoir. Je sais que Avec Jonathan plaisir. Arfi va vous envoyer un petit message pour vous remercier. Sachez que en fin d'année 2023, nous ferons une table ronde avec tous les participants, tous ceux qui sont venus pour intervenir donc, dans cette commission. Donc, vous serez certainement conviés. Nous avons reçu aussi bien des spécialistes de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Et ça encore un m'intéressera grand beaucoup. merci. Voilà. Merci vous serez beaucoup. bienvenus. Merci. Au revoir. Bravo.